Je suis Luis Junes, je travaille chez Fitsai, je gère une équipe de consultants qui aide à nos clients institutions financières à lutter contre la fraude. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, qu'on voit en pleine croissance dans les dernières années, et dont, si vous avez attendu à la table ronde numéro 2 ce matin, j'ai fait référence à ce qu'on appelle en anglais les Authorized Push Payments. J'ai utilisé le terme fraude autorisée, c'est un terme un peu provocateur, mais ça veut dire, en gros, des escroqueries, des arnaques. Qu'est-ce qu'est une arnaque et qu'est-ce qu'une escroquerie? Consiste en une série de techniques, des manipulations de la part des criminels afin de convaincre la victime d'effectuer un virement. Je pense qu'on est tous, on connaît tous quelqu'un qui a été victime de ça. Pas plus tard qu'il y a 20 minutes, quelqu'un s'est rapproché de moi, il m'a parlé d'une amie, donc je ne vais pas dire le nom de la banque, mais qui malheureusement a été victime d'une attaque au faux conseiller et donc a perdu 13 000 € de ses économies. Moi-même, dans ma famille aussi, je connais les cas. Nous tous, nous avons reçu des appels, des comptes formation, nous avons des appels des conseillers d'énergie, même des messages SMS ou même des messages LinkedIn sur des offres d'emploi. Donc c'est un sujet qui est en train de devenir beaucoup plus récurrent et surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies, on va avoir une explosion. On l'observe déjà. Avec l'arrivée des paiements instantanés, qui dit instant payment, dit instant fraud. Donc les fraudeurs ont une motivation plus forte à migrer vers la fraude non autorisée, de la fraude non autorisée vers la fraude autorisée parce que ils trouvent qu'il existe un moyen rapide d'obtenir de l'argent en manipulant les victimes. Également, tous ces types d'attaques, ils ne se font pas en solo. C'est vraiment des bandes organisées avec des rôles bien définis. On a les personnes qui sont en charge de contacter les victimes. On a des gens qui sont en train de mettre en ligne des faux sites web, des développeurs sur le dark web qui mettent à disposition des fraudeurs des logiciels en vente, avec même des supports techniques, et avec des numéros WhatsApp de support technique. Donc on voit c'est vraiment une industrie qui se développe et qui utilise, pour le dernier point, des nouvelles technologies, notamment l'IA générative, pour faire des attaques plus sophistiquées encore. Donc, c'est-à-dire que si on parle de la arnaque au sentiment, dans laquelle on est convaincu qu'on parle avec quelqu'un qui montre de l'intérêt sentimental pour nous, avant c'était une manière de le faire. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on va même aller au-delà de juste la personne va être réellement convaincue de qu'elle parle à une vraie personne avec une vraie voix, même la voix clonée. Donc, avec tous ces scénarios-là, ce qu'on voit, c'est que les institutions financières, comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention ce matin, ont déjà investi sur des solutions principalement liées à la protection des clients contre la fraude non autorisée. On parle des systèmes de sécurité, des systèmes de détection de usurpation d'identité. Donc, on voit que le fraude à ce niveau-là est en baisse, mais les fraudeurs, ils sont en train d'émigrer vers des autres types d'attaques, la fraude autorisée, les manipulations. Quelques exemples, pour citer quelques-uns, en fait, en France, 14 millions d'euros détournés grâce à une escroquerie au compte formation. Des arnaqueurs, ils se sont fait passer par des officiers de police, ils ont convoqué leurs victimes, ils ont récupéré 700 000 pounds, quelque chose qui vient de l'Amérique latine. Une dame de 73 ans, elle croyait vraiment parler avec le chanteur mexicain Luis Miguel au point de voyager en Espagne parce qu'elle allait se marier avec lui et elle a perdu 20 000 € de ses économies. Donc, c'est vraiment des cas qu'on les trouve dans les médias comme ça. Le message que je viens vous dire aujourd'hui, c'est qu'avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies des paiements instantanés, on va avoir une augmentation énorme de ce type de cas. Quoi faire? Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, des points de vue régulation, il y a des choses qui sont en train d'être faites, bien sûr, heureusement. On va dire 3 écoles. Et donc, on a d'un côté les États-Unis comme l'Australie qui mettent en place une politique de zéro remboursement. Là, on parle concrètement sur le nerf de la guerre, le nerf du sujet,
quoi faire quand la victime reporte un cas d'arnaque ou d'escroquerie. Donc, la victime, elle pense naturellement qu'elle a le droit à être remboursée. Quoi faire dans ces cas-là? Donc, on voit d'un extrême l'Australie et les États-Unis qui ont une politique sur remboursement. Par contre, eux, ils encouragent les banques à mettre en place des systèmes de détection. D'un autre côté, on a le Royaume-Uni qui a une politique victim-friendly. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, on va rembourser la totalité de l'argent perdu, y compris tout type d'arnaque. On voit l'Europe au milieu qui est en train de dessiner l'avenir avec une réglementation intermédiaire dans laquelle on va rembourser selon le type d'arnaque au cas par cas. Ce qu'on voit déjà sur la ligne rouge, je pense que ça explique tout seul. La technologie aide aux criminels à aller plus vite que la ligne verte, qui représente la technologie actuelle des institutions financières pour détecter les arnaques. On a forcément trois choses importantes à souligner. Donc, les systèmes actuels travaillent en silo. On a un système dédié pour l'autorisation, pour l'authentification, pour le suivi des activités non monétaires, et ces systèmes ne se parlent pas entre elles. Or, dans la lutte contre les arnaques, c'est très important de pouvoir analyser ces données ensemble, en temps réel, pour avoir une meilleure décision. De la même manière, les systèmes actuels ont du mal à gérer une haute capacité de transactions à gérer en millisecondes. Et spécialement, c'est très important à prendre en considération avec l'arrivée des paiements instantanés. On a l'enjeu de moins de 10 secondes. Donc, le temps consacré à la détection de la fraude va être bien évidemment inférieur à ces 2 secondes, de l'ordre de millisecondes. Et la capacité d'analyser plusieurs données en temps réel par des modèles de machine learning sera capitale. Et à l'heure actuelle, la plupart des banques n'ont pas cette capacité. Et aussi, les solutions actuelles s'appuient beaucoup sur des processus manuels qui n'échappent pas à l'erreur humaine et n'utilisent pas de l'IA. Un exemple simple ici, on voit une connexion, une transaction, exemple, dans laquelle on voit différents systèmes qui s'occupent d'une partie différente de la chaîne des connexions du cycle de vie. On voit une connexion avec low risk, avec un risque faible. On voit des mouvements dans l'écran qui se connectent sur le client va se connecter à l'espace Saving Account, et on a une nouvelle connexion. Pourquoi pas? Encore une fois, un système qui voit seulement la connexion, on va dire OK, le client se connecte juste une deuxième fois. Suite à ça, on a un virement interne des comptes épargne à compte courant. Suite à ça, on a une nouvelle login. Ça commence à devenir suspect, mais encore une fois, le système d'authentification, il voit juste 3 logins. Et on voit que le système banking va détecter un nouvel bénéficiaire qui vient d'être rajouté. Et finalement, on voit un transfert vers l'extérieur, un outbound transfer, avec un montant plus large que la normale. Et à ce moment-là, vous voyez qu'un système qui voit seulement la transaction va travailler sur l'information à la base des seuils. On va définir un seuil, un threshold qui va dire, OK, si je vois plus de 10 000, j'arrête la transaction ou je fais une alerte. Mais on voit que c'est différent quand on a un cycle de vie dans lequel toutes les données sont collectées et analysées ensemble. On voit déjà que dans la première connexion, on détecte des premiers mouvements sur l'espace e-banking web ou même sur l'application mobile. On est toujours à risque faible. Suite à ça, le risque augmente. Pourquoi? Parce qu'on détecte un deuxième login, mais on va connecter ça avec le fait qu'il y a déjà une connexion précédente et aussi des mouvements au niveau de l'écran. Également, on va détecter le même virement interne entre les comptes épargne et les comptes courants. Suite à ça, on va détecter un autre login. À ce moment-là, on sait que c'est étrange de trouver 3 logins dans l'espace de 20 minutes. Et en plus de ça, on va rajouter un bénéficiaire, mais on a détecté des signaux de citation dans la création de compte. C'est-à-dire que la durée de la session est aussi plus large que la normale. En temps normal, quand on rajoute un bénéficiaire, on prend typiquement quelques secondes, on va dire, c'est moins d'1 minute. Mais là, on détecte que la session dure plus longtemps que la normale, on détecte des signaux de citation. On peut imaginer aussi détecter un appel entrant en ce moment, c'est-à-dire et le mouvement du téléphone portable.
C'est-à-dire que la personne peut être au téléphone en même temps qu'elle est en train de rajouter le bénéficiaire. C'est-à-dire qu'elle peut être un indicateur dès que quelqu'un est en train de guider la victime. Et finalement, on va détecter un virement avec un montant 5 fois plus large que la normale. Donc, on voit déjà que même avant, dans l'étape numéro 5, un système qui intègre toutes les données ensemble peut déjà imaginer prendre une décision et alerter sur l'activité suspecte. Des points de vue, de manière générale, en fait, on trouve qu'une étape par couche incrémentielle va aider à la détection de la fraude. On peut commencer tout simplement à faire un profilage en utilisant juste les attributs clients comme l'âge, l'ancienneté de client, et on a une certaine efficacité en rouge, pas énorme. Si à ça on va rajouter des données de type transactionnel, un profilage transactionnel, c'est-à-dire comprendre la moyenne des transactions par client, par jour, par semaine, par mois, ou quelle est la moyenne en montant des virements reçus et des virements émis et liés au client, on va augmenter les niveaux de détection. En plus de ça, on peut rajouter des événements non monétaires ou des autres canaux, canal carte ou tout autre type de paiement. C'est-à-dire qu'on a une vision 360 à un moment donné, au moment d'escorer la transaction, on connaît qui est le client, combien de transactions lui il fait, s'il a effectué une opération carte les jours d'avant, on augmente le niveau de détection. On peut aussi rajouter l'analyse des transactions entrantes pour détecter les comptes mules. Et également des informations des biométries comportementales et des informations des devices. Tout ce que je viens de raconter dans les slides précédentes, c'est-à-dire les signes de citation, la durée de la session, sont considérés comme des signaux qui viennent du device. On va aussi, avec toutes ces informations-là, être capable d'entraîner un modèle de machine learning avec toutes ces données-là. Bien évidemment, pour ça, on a besoin d'une labellisation précise. C'est très important que les institutions financières mettent en place des processus de labellisation précises, pas seulement fraude, non fraude, mais aussi le type de fraude. Des fraudes, et si c'est une arnaque, le type d'arnaque. Comme ça, le modèle apprendra. Et ça passe aussi pour mettre à jour des points de vue opérationnels des processus d'étiquetage pour finalement même enrichir l'analyse avec des scorings des systèmes tiers. Donc, avec une approche incrémentale, on voit qu'on peut arriver avec un bon niveau de détection de la fraude, et spécialement des arnaques, des potentielles arnaques. Pour finir, mon message est le suivant. En fait, les escroqueries et les arnaques, c'est pas quelque chose qui dépend seulement des institutions financières. Pour lutter contre les arnaques, il faut mettre ensemble plusieurs acteurs autour de la table. Les institutions financières doivent, elles, bien sûr, investir sur la modernisation de leur système de détection de la fraude en temps réel, spécialement prenant en compte l'arrivée des instant payments. Mais aussi les opérateurs mobiles et les réseaux sociaux, qui c'est le vecteur principal, qui est l'outil principal utilisé par les arnaqueurs pour effectuer les attaques. Les opérateurs mobiles, ils connaissent bien qui sont les numéros qui appellent. Les réseaux sociaux peuvent mettre en place des contrôles pour détecter des comptes qui sont utilisés pour faire des arnaques et fermer les comptes. Et de la même manière, la régulation on est en train de faire ça au niveau européen déjà. Il faut continuer dans cette voie-là. Il faut aller dans une typification de type d'arnaque et dans quel cas on considère qu'on doit rembourser ou pas. Il faut une réglementation là-dessus. Et finalement, le plus important pour moi, c'est l'éducation et la sensibilisation du grand public. Plus on parle de ces sujets-là, on va avoir moins de victimes qui vont subir ce type d'attaque. Voilà pour moi. J'espère que vous avez aimé la présentation. Au revoir.